Donc, bonjour à tous. Je vois certains participants se connecter. Je ne vous vois pas, mais mon nombre de participants augmente à mon écran. Donc, je vais laisser encore quelques minutes. Il est 11h01, peut-être une minute pour laisser le temps à d'autres participants de se connecter avant de débuter le webinaire. Donc, il est 11h, presque 2. Bonjour tout le monde. On va commencer tout de suite et les prochains participants pourront se joindre. De toute façon, le webinaire sera disponible en rediffusion par la suite. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce webinaire ce matin portant sur la conciliation famille-travail, un levier pour une organisation éthique. Je m'appelle Valérie Grenier. Je suis la conseillère au SO Concilivie depuis maintenant plus d'un an. Donc, avant d'entamer le webinaire, je veux juste faire un petit rappel du fonctionnement du webinaire. Alors, il y aura une période de questions à la fin de notre rencontre. Donc, on ne répondra pas aux questions en cours de route. Pour ce faire, je vous invite à utiliser le module Q&A ou Q&R en fonction de la langue de votre Zoom pour poser vos questions. Ma collègue Julie aux communications, elle est en arrière du fonctionnement technique de la chose, donc pourra répondre à certaines questions qui auront lieu au cours du webinaire. Et les questions qui demeureront non répondues, Manon et moi, on leur répondra à la toute fin du webinaire au moment prévu à ce moment-là. Donc, Q&R, c'est dit. On est en mode webinaire. Alors, votre fonction caméra, votre fonction micro, elle est coupée. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment poser vos questions dans le module Q&A à cet effet. Alors, je vous souhaite à tous un super de bon webinaire et on entame le tout en premier lieu pour vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est Concilivie pour ceux et celles qui n'ont pas été exposés à notre super initiative à date, donc une petite diapo à cet effet. Donc, Concilivie, en fait, c'est une initiative qui est née d'un OBNL, donc le Réseau pour un Québec famille de l'univers de la famille. C'est une initiative Concilivie qui consacre 100% de ses activités, de son temps à la conciliation famille-travail, puis qui a pour mission de contaminer ou d'influencer positivement les employeurs québécois pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail dans leur organisation. Bien sûr, ces mesures-là sont basées sur les besoins de leurs employés. Donc, on s'assure une adéquation ici entre les mesures mises en place et les besoins des employés. Concilivie se scinde en deux grands volets. Il y a le centre d'expertise qui consacre en fait son temps, qui suit l'évolution de la conciliation famille-travail sur le terrain, qui fait progresser la question de la conciliation famille-travail, puis qui s'assure aussi de rendre le contenu digeste pour monsieur, madame, tout le monde, donc qui assure le rayonnement de la conciliation famille-travail. Et il y a aussi le SO Concilivie, duquel je m'occupe vraiment fièrement, qui est une reconnaissance, le SO Concilivie, que les organisations peuvent détenir, peuvent obtenir puis qui fait valoir finalement son engagement en matière de conciliation famille-travail auprès de ses employés et à l'externe aussi, bien sûr. Donc, aujourd'hui, mon invité, j'ai vraiment le bonheur de m'entretenir avec Manon Perrault. Manon, donc, que je vais vous présenter dans quelques instants.
au webinaire. Pendant notre webinaire, aujourd'hui, on va couvrir quelques questions. Donc, 3 principales questions qui seront répondues. La première, qu'est-ce que l'éthique? Qu'est-ce que l'éthique organisationnelle et l'éthique appliquée? Comment faire vivre l'éthique dans l'organisation? Et aussi, comment la conciliation famille-travail peut-elle devenir un levier pour une organisation socialement responsable? Alors, Manon, je te présente. Manon, elle est à la tête de Perrault et Associés. Perrault et Associés, qui est une organisation détentrice du Sceau Concilivie depuis maintenant 2 ans. Donc, Manon, elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Elle conseille et elle accompagne les gestionnaires et chefs d'entreprise de PME québécois et d'OSBL dans leur pratique de gestion des ressources humaines. Elle concentre aussi sa pratique, elle concentre sa pratique professionnelle en prévention du harcèlement psychologique et en climat de travail sain. Elle rêve d'ailleurs, Manon, que les organisations voient le harcèlement dans une perspective éthique plutôt que juridique, puis on pourra le couvrir un peu là, au courant du webinaire. Outre sa formation en prévention du harcèlement, elle donne aussi des formations en éthique ainsi qu'en gouvernance au sein des organismes sans but lucratif, tout en les accompagnant dans la mise en place de cadres éthiques et de gouvernance. Puis aussi, ce sera couvert par rapport à ses expériences plus personnelles au cours du webinaire, ce qui amène aussi une richesse à notre rencontre aujourd'hui. Comme elle ne trouvait pas d'équilibre, Manon, entre sa vie personnelle, sa vie familiale et son travail, elle a décidé en 2003 de devenir entrepreneur et de partir son organisation Perrault et Associés pour répondre à ce besoin-là criant de trouver un équilibre. Puis aujourd'hui, elle est entourée d'une équipe de professionnels, de 16 professionnels, puis elle est fière d'avoir créé une organisation qui est axée sur la conciliation famille-travail. Manon est également chargée de cours à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, où elle sensibilise les futurs dirigeants à l'importance de la gestion socialement responsable. Donc, bonjour Manon, puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce webinaire. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bien, merci beaucoup Valérie et ton équipe, toute l'équipe de Concilivie de me permettre, de m'avoir invitée, donc c'est très gentil, mais aussi de me permettre de pouvoir, comme tu as dit au début, j'ai beaucoup aimé ton mot « contaminer », donc pouvoir vous contaminer dans la perspective éthique et comment on peut lier là, la conciliation famille, travail, vie privée, vie personnelle, peu importe comment vous l'appelez. Donc, comment concilier les deux et comment on peut voir l'éthique derrière cette démarche-là. Donc, merci pour la belle présentation. Merci à toi de te joindre. Oui, c'est vraiment intéressant quand on écoute, là, quand on est présenté. Souvent, je me dis, mon Dieu, je suis donc bien fatiguée, j'ai tout fait tout ça. Mais bref, ce qui est important aussi, c'est que je suis aussi mère et grand-mère et conjointe et fille. Donc, ça, pour moi, j'essaie de le mettre à l'avant-plan aussi dans ma vie. Puis je considère que les professionnels, c'est ma perspective très personnelle, mais je considère que les professionnels, on devrait inciter notre société à valoriser ça et non pas à valoriser juste la performance. Pour moi, là, c'est un tout. Donc, encore une fois, on va parler beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ça un peu la perspective éthique. Donc, merci de nous permettre. Donc, oui, effectivement, d'entrée de jeu, là, je pense que c'est important avant de rentrer dans le détail, qu'on comprenne ce que ça veut dire l'éthique. Quand je pose la question dans mes formations, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens me disent, c'est l'intégrité, c'est d'être en lien avec mes valeurs, etc., etc. Donc, je fais, oui, mais la mafia, elle va vous dire qu'elle est intègre, est en lien avec ses valeurs. Alors, il faut faire attention avec tous les mots qu'on peut utiliser pour définir l'éthique. Donc, voici une définition un peu plus théorique, mais qui résume bien. Donc, l'éthique, c'est un mode de régulation sociale. Donc, tout comme la morale, les mœurs, le droit et la déontologie notamment. L'objectif de ce mode de régulation-là, c'est de mettre en place des mécanismes qui soient implicites ou explicites. Hein? Donc, ça peut être un code de déontologie, ça peut être un code d'éthique, ou ça peut être juste une perspective des valeurs, une culture. Donc, c'est moins formel, mais que ça se vit au quotidien. Donc, tous ces mécanismes-là viennent baliser les comportements attendus et permettre le fonctionnement d'une société, certes, mais aussi d'une organisation et qui permettent le vivre ensemble. Donc, retenez le mot « vivre ensemble ». Donc, dans une société, pour qu'on fonctionne bien au Québec, ça nous prend des balises.
entre les balises, on utilise notre jugement pour prendre nos décisions puis gérer notre comportement. Dans une organisation, c'est la même chose. Donc, on pourrait même mentionner que toutes vos politiques que vous mettez en place dans les organisations, politique de confidentialité, la politique conciliation travail-famille, etc., mais ça vient baliser un peu, pas un peu, mais ça vient baliser les modes de régulation. Donc, ça, c'est l'éthique de façon générale. L'éthique, donc, ce graphique-là vous démontre un peu la différence entre les modes de régulation qui sont plus hétéro-régulation versus l'autorégulation. Bon, des grands mots là, scientifiques, mais pour vous expliquer que le droit, la morale, la déontologie, hein, ça va être même des codes d'éthique. Dans le mot code, il y a quelque chose de très, il faut faire telle chose. Donc, voici la règle et voici ce qu'il faut faire. Alors que l'éthique, on est dans l'autorégulation. Donc, on veut que la personne prenne des décisions dans une perspective éthique indépendamment de ce que la loi ou ce que les règles peuvent lui dicter. Donc, quand on va suivre la loi, on va faire de l'éthique de conformité, évidemment, c'est ce qu'on veut, mais l'éthique, ça va nous amener un peu plus ailleurs, donc ça va nous amener plus à une réflexion, justement, de ces lois-là et de ces règles-là. Donc, ce qu'on veut, c'est de prendre les meilleures décisions dans les contextes, selon les circonstances, et de réviser nos normes et nos politiques. Donc, en RH, on a tendance, dans mon métier, à avoir des automatismes, hein, de prendre des décisions automatiques, mais il faut réfléchir les situations. On va passer à l'autre page, si tu le veux bien, Valérie. Donc, quand je parle de réflexion, là, j'arrive dans l'éthique appliquée. Donc, l'éthique appliquée, c'est le mode de régulation des comportements, mais qui provient d'abord du jugement personnel de la personne. On peut montrer la définition, tout en se fondant sur des valeurs partagées qui donnent un sens aux décisions et aux actions. Donc, c'est ce qu'on souhaite dans les organisations. Donc, quand on dit qu'une personne a une belle perspective éthique ou une sensibilité éthique, on va parler de sensibilité, c'est que la personne n'a pas besoin d'avoir un code de déontologie ou un code d'éthique pour savoir que ça ne se fait pas ce qu'on lui demande de faire ou que ça ne fait pas de sens ce qu'elle est en train de faire dans l'organisation. Donc, c'est de dire, oh, attention, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça fait du sens? Oui, en fonction de nos valeurs, mais attention, en fonction de nos valeurs partagées. Donc, les valeurs partagées, c'est ici au Québec, on a des valeurs de démocratie, toute notre charte des droits et libertés sous-tend des valeurs sociales, la famille, la sécurité, etc. Donc, toutes nos règles, nos lois sous-tendent des valeurs et c'est quand ces valeurs-là sont mis de côté ou sont piétinés, là, si on peut dire ce mot-là, que là, on va se dire ça manque d'éthique. Donc, il faut faire attention. Le mot éthique, des fois, je l'entends à la télé. Ça manque d'éthique. Des fois, je fais ça n'a rien à voir avec l'éthique. Donc, il faut vraiment garder en tête que c'est nos valeurs qui sont partagées et que l'éthique appliquée, mais ça nous permet une réflexion. Donc, par exemple, la loi sur l'aide médicale à mourir, un jour, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit, il me semble que ça ne fait plus de sens, cette loi-là. Donc, elle a été révisée et contextualisée en fonction d'aujourd'hui. Donc, ce qui était illégal il y a plusieurs années, aujourd'hui est devenu légal. Donc, il y a eu une réflexion éthique derrière ça. Donc, quand on révise des lois, il y a la perspective éthique. Donc, c'est sûr qu'une organisation qui veut avoir une culture éthique, va permettre à ses employés, à ses parties prenantes de remettre en question les actions, de se questionner, est-ce qu'on fait bien les choses plutôt que d'automatiser des processus sans réfléchir aux conséquences de nos actes. Donc, c'est un peu la définition aussi du développement durable, de la responsabilité sociale, c'est de prendre conscience des impacts de nos décisions sur nos parties prenantes. Les employés, entre autres, c'est une partie prenante, mais ça peut être sur la société aussi, et ça peut être sur nos fournisseurs, le gouvernement, la société en général. Donc, c'est ce qu'on souhaite dans les organisations, avoir cette culture-là où il n'y a pas de crainte ou de peur de nommer les choses. Donc, vous me voyez venir aussi avec ce que j'ai fait de ma pratique en prévention du harcèlement. Bien, évidemment que c'est dans une perspective éthique où on dit aux employés dans les organisations, bien, peu importe ce que vous voulez adresser, on va l'écouter et on va s'en préoccuper et s'en occuper aussi. Donc, ce n'est pas juste la loi dit que tu as le droit de déposer une plainte. Oui, mais avant de déposer la plainte, il y a tout ce sentiment-là de
de me permettre de déposer ma plainte sans représailles, sans avoir de crainte. Donc, c'est ça une culture éthique. Donc, quand on parle de conciliation travail-famille, c'est la même chose. Oui, j'ai une belle politique, j'ai droit à des congés, mais à chaque fois, j'adresse à mon gestionnaire que je voudrais me prévaloir de la politique ou j'ai un parent malade, j'ai un enfant malade ou tout simplement parce que j'ai droit à mon équilibre puis que je fais une demande, c'est pas toujours bien reçu, même si on a des belles politiques. Donc, c'est ça, cette perspective-là, c'est de dire, de prendre conscience que nos employés ont des vies, ont des familles, ont des vies, point. Là. Juste ça, déjà, c'est gros. Donc, l'éthique, c'est vraiment le nous, c'est le bien commun, c'est le nous. Donc, c'est moi avec vous et c'est nous ensemble. Donc, c'est pas moi, moi, moi. Hein? Donc, c'est pas toujours facile pour certaines personnes, hein, le moi, moi, moi. Là. Donc, c'est une perspective plus de regard complet sur notre organisation. Puis je trouve que tu l'amènes aussi sur un angle intéressant qui rejoint l'accompagnement ou la nature de l'accompagnement qu'on fait aussi chez Concilivie. Tu sais, quand on accompagne des gestionnaires des organisations, on dit souvent, on donne souvent un exemple, tu sais, les babines, il faut que walk the talk, là. Tu sais, en fait, les bottines, il faut qu'elles suivent les babines. Oui, c'est important, tu sais, comme tu dis, un gestionnaire, c'est beau, une charte de conciliation famille-travail avec des belles mesures et tout, mais encore faut-il que ton employé qui a besoin d'utiliser la mesure à un moment donné puisse l'utiliser et se sentir à l'aise de le faire. Sinon, ben, on va trouver une autre solution ou une alternative à la mesure. Il faut être en mesure de les faire vivre. Donc, c'est vraiment... Ça rejoint vraiment la nature aussi de ce qu'on fait. Là. Exactement, tout à fait, oui. Pour la prochaine diapositive, en fait, merci beaucoup d'avoir campé ça, justement, ce concept-là. Tellement, moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper pertinent, mais très, très complexe aussi. Donc, d'avoir campé cette définition-là de l'éthique et de l'éthique appliquée. Est-ce que l'éthique appliquée, avant de passer à la prochaine diapo, est-ce que, selon toi, l'éthique appliquée, l'éthique organisationnelle peut ressembler à ce qu'on appelle la marque employeur? Ah, c'est intéressant ton lien avec la marque employeur. Là. Tu parlais de bottines qui suivent les babines. Là. Les babines, en tout cas, je sais jamais c'est quoi. Français, anglais, qu'est-ce qu'on dit? Français, anglais. Mais bref, oui, dans le fond, c'est la cohérence. Là, on veut être cohérent dans ce qu'on a présenté. Donc, la marque employeur, ben, je ne suis pas une spécialiste de marque employeur, mais la marque employeur, c'est pourquoi tes employés travaillent pour toi. Donc, c'est ce qui devient ta marque. Hein? Donc, c'est différent du marketing RH. Là. Donc, et oui, tu peux avoir un beau marketing. Donc, les gens ont tout envie d'aller travailler chez toi. Par contre, un coût rendu dans l'organisation, on se rend compte que finalement, ce qu'on t'a vendu, ce n'est pas tout à fait vécu. Donc, c'est sûr que ça passe vraiment par... On revient encore aux valeurs, la haute direction, le message, le discours. Mais il faut faire attention parce que tu as des organisations qui sont pas, qui ont des belles marques employeurs, mais qui ne sont pas nécessairement connues sur le marché, mais qui vont attirer les bonnes personnes aussi. Donc, ta marque employeur, c'est pas je compte tous mes postes, c'est moi, les gens qui travaillent chez moi, bien, ça répond, mes valeurs et mes processus répondent à leurs besoins. Donc, je reviens à la conciliation famille, travail, équilibre. Bien, si c'est ça que tu veux, bien, c'est sûr qu'il vient avec d'autres perspectives. Hein? Donc, peut-être moins de salaire, moins d'heures travaillées, un gestionnaire qui va devoir gérer les demandes de ses employés. Mais si les gestionnaires dans une organisation, dans une perspective éthique et qui veut qu'il y ait des valeurs d'équilibre, etc., bien, il va accepter le bout où c'est plus difficile parce que là, il y a des absences, ou puis des absences, c'est pas toujours... Il faut faire attention, là. Des fois, j'entends un peu de préjugés face à ça. Bien là, les employés vont en profiter. Je pense qu'en général, là, les gens sont pas... les profiteurs, là, si on peut les appeler comme ça, j'aime pas tant le mot, mais ben, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a des parents qui décèdent, il y a des parents malades, mes parents, moi, vieillissent, donc c'est sûr que je vais avoir à peut-être mettre du temps. J'ai des employés qui vivent ça aujourd'hui, présentement. Donc, oui, ça met une pression sur l'équipe, mais l'équipe, je veux dire, la réaction première a été empathique et ensuite, l'équipe, ben, on serre les coudes puis on aide à soutenir notre collègue qui va revenir, évidemment, dans un contexte où c'est accueillant et sans sentiment de culpabilité. Donc, peut-être faire une petite parenthèse par rapport à comment le lien avec la marque employeur. Tu as dit au début que j'ai parti mon organisation à cause de ça. C'est définitivement vrai. En fait, moi, j'étais vraiment
tannée. Je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, je mets des mots sur ça, mais à l'époque, j'étais jeune. Je comprenais le sentiment de culpabilité, là, dans le fond, d'avoir mis un enfant au monde. Puis toujours pris dans mon dilemme éthique, parce que c'était 2 valeurs importantes. Ma carrière, mon travail, donc d'être professionnelle, puis de rendre ce qu'on me demande de livrer, versus mon rôle parental, où je dois porter attention à mon enfant. Donc, le soutien médical, le dentiste, l'école, la maternelle, bon, tout ça, là, toute la vie. Alors, et j'ai fait le choix, moi, de dire, OK, moi, je ne veux pas vivre dans la dualité-là, je vais choisir ma vie familiale. Puis c'est comme ça, effectivement, que tu dis que j'ai créé une organisation. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas fort, ça ne veut pas dire que je ne mets pas beaucoup d'heures. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai voulu éliminer le stress lié à, mon Dieu, j'espère que mes enfants ne sont pas malades, puis j'espère que la garderie appellera pas aujourd'hui, parce que je vais devoir aller voir mon gestionnaire ou ma gestionnaire, là, je ne veux pas faire de discrimination, là, puis de lui dire, ben là, il faut que je parte, puis que là, finalement, tu sais, je suis mal reçue. Alors, l'éthique dans la conciliation, c'est de dire, ah, j'espère que ça va bien aller avec ton enfant, parfait. Puis après ça, on gère la situation. Donc, et elle est là la différence dans l'appropriation de la conciliation travail-famille. Ce n'est pas juste une politique avec des congés. C'est comment on le vit et comment on est capable de prendre conscience de la vie de nos employés. Ouais. Super intéressant. Tu as amené justement là, ton chapeau employeur dans le fait que tu as parti ton organisation en 2003. Donc, la prochaine question, comment faire vivre l'éthique dans une organisation? Bien, je te demanderais de mettre ton chapeau employeur, Manon, à la tête de son organisation. Comment, puis tu as commencé déjà à y répondre, comment est-ce que c'est possible de faire vivre l'éthique dans une organisation? Oui. Bien, en fait, on peut parler d'éthique organisationnelle là, si vous allez googler, je ne sais pas si c'est un vrai verbe qu'on utilise, mais si vous allez faire une recherche, Valérie va vous le donner aussi. Vous allez trouver beaucoup, c'est intéressant, l'éthique organisationnelle. Donc, il y a plusieurs organisations quand même au Québec qui prônent l'éthique organisationnelle. Donc, comment on peut la faire vivre? On peut changer de page. Mon Dieu, Oui. j'ai failli dire acétate, qui est un Ah vieux non! mot utilisé. Alors, comment on peut faire vivre l'éthique? Bien, premièrement, ça prend un engagement. Donc, un engagement de la haute direction. On peut parler de cascade, par exemple, là, qui est un modèle intéressant où c'est une perspective éthique qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, c'est pas ça le point, mais c'est vraiment une volonté. Donc, les valeurs sont partagées, évidemment, avec leur équipe, leur gestionnaire, les parties prenantes, tout ça. Et comment on peut faire vivre l'éthique? Mais on peut avoir, oui, un code d'éthique, une charte éthique. En fait, c'est quoi la différence? C'est qu'un code d'éthique va baliser les comportements, alors que la charte, on va être plus dans le processus décisionnel. On fait beaucoup ça présentement pour les conseils d'administration. Puis, on n'est pas obligé d'avoir une charte éthique dans notre écrite ou un processus écrit, mais quand c'est écrit, c'est mieux. Là, moi, j'appelle ça mon apron. Là. Ma charte éthique, c'est comme un apron. OK, c'est quoi le problème? C'est quoi la situation? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi mes valeurs qui sont en tension? C'est quoi les conséquences? Donc, quand on prend des décisions, et en ressources humaines, dans le domaine là, des ressources humaines puis de l'organisation générale, on est souvent appelé à avoir des réflexions à faire au lieu de prendre des décisions là, rapides parce que la convention nous le dicte ou parce qu'une politique nous le dicte. Donc, la charte, ça va emmener plus d'éthique appliquée. Politique de déconnexion, politique de communication, programme de développement durable, évidemment. Une charte, une petite faute ici, là, je m'excuse, une charte de conciliation famille, travail et vie personnelle, ou comme vous dites, appelez-le comme vous voulez. C'est super important que tout ça, c'est ça de l'éthique organisationnelle. Quand je donne la formation en prévention du harcèlement, je vais utiliser le mot harcèlement dans ma formation de 3 heures à peu près 2-3 fois. Le reste du temps, on va parler de est-ce que c'est clair les communications dans votre organisation? C'est quoi votre contexte organisationnel? Puis est-ce que ça favorise le bien commun et le climat de travail sain? Ou c'est tous vos processus, tous vos contextes de travail viennent valoriser justement le harcèlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme de déconnexion, les communications, c'est pas clair, Teams, texto, téléphone, Zoom, courriel, OK, c'est quoi une urgence dans votre organisation? Et la conciliation, donc j'ai le droit dans mon organisation d'avoir une vie. Oui, j'ai une prestation de travail, certes, mais je n'ai pas ce stress-là. Donc, tout ça,
c'est une façon de faire vivre l'éthique organisationnelle dans les organisations. Donc, on revient au walk the talk, là. Donc, oui, on a des politiques, mais on les fait vivre et c'est vraiment réel. Donc, ça, là, c'est vraiment, et c'est la partie vraiment la plus difficile, c'est la partie la plus énergisante et ça demande du temps, des discussions, mais du dialogue aussi, puis beaucoup de courage, évidemment. Il ne faut pas avoir peur d'adresser les choses. Donc, dans la conciliation, dans l'éthique organisationnelle, par exemple, des grandes entreprises vont avoir des lignes éthiques où les employés peuvent appeler pour dénoncer des situations ou questionner sans avoir peur nécessairement de représailles. Donc ça, il y a des organisations qui mettent en place, le CN, entre autres, ça, Cascade a des lignes comme ça, il y en a plein. Là. Donc, dans les petites organisations, parce qu'il faut faire attention, on pense que l'éthique, ça s'applique juste à Bombardier ou à d'autres. C'est pas vrai. Là. Toute organisation peut avoir une perspective éthique, mais pour ça, il faut comprendre qu'on est dans... C'est pas une relation employé-employeur, c'est une relation employé-employeur. Donc, ça, c'est là la différence. Donc, je remets mon chapeau d'employeur. Oui, vous pourriez me dire que c'est des valeurs personnelles, mais c'est au-delà de ça. Ça reste quand même que l'INSPQ, on va en parler tantôt, soutiennent que un des risques psychométriques, mon Dieu, c'est pas ça, un des risques psychosociaux importants à tenir compte dans les organisations, c'est ton équilibre travail-famille. Donc ça, au-delà de l'éthique ou de nos croyances personnelles, ça reste scientifique et ça a été défini là, par l'INSPQ. Donc ça aussi, c'est une démarche éthique là, de faire. Donc la conciliation, je reviens à ça, ça reste une démarche éthique de prendre en considération les gens qui nous entourent, de leur vie, et de ne pas juger non plus, donc de comprendre la situation et de l'adresser et de la gérer surtout. Super intéressant. J'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Puis j'aime aussi comment tu l'amènes. Tu sais, ce que je comprends, c'est très dans l'action puis dans le moyen. Tu sais, tu dis quand je fais mes formations sur le harcèlement, par exemple, je vais utiliser 2-3 fois le mot harcèlement. Après ça, on va voir sur qu'est-ce qui est mis en place dans l'organisation pour pas en arriver à ça, tu sais, des politiques de déconnexion, etc. Donc, c'est très, je trouve, impliquant ou en tout cas de se mettre dans l'action puis de trouver les moyens sur comment parvenir à être un milieu de travail sain, dans le fond, devenir ou le maintenir, ce milieu de travail sain-là aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, puis je pense que comme organisation, là, comme direction, même, tu sais, et là, je sais là, qu'il y a probablement des gens là, qui m'écoutent, qui comprennent pourquoi ils ne se sont pas bien sentis dans telle ou telle situation dans leur vie, pas dans leur vie, mais oui, dans leur vie, mais au travail. Il y a encore des gens qui m'appellent, qui ont de la misère à convaincre la haute direction que ce serait vraiment nécessaire d'avoir une formation en prévention, puis en climat, puis en prévention de la violence. Donc, quand on est en train de convaincre une autre direction que c'est nécessaire, c'est difficile. Donc là, pour moi, c'est comme évident, mais en même temps, il ne faut pas juger et dire, OK, comment on va s'y prendre pour influencer cette direction-là, qui a probablement toutes des bonnes raisons, mais qui ne voit pas ce que nous, on voit. Donc, c'est ça l'éthique. Hein? Faut être capable, au lieu d'être en dualité, d'essayer de trouver des façons d'influencer, de sensibiliser. Puis attention, là, l'éthique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment du temps. Il faut, comme tu dis, contaminer. Je pense que la conciliation famille-travail, ça fait des années que vous travaillez, ça porte ses fruits, mais il faut y aller doucement puis vouloir le faire, mais en tenant compte là, du contexte puis du temps de tout le monde. Donc, oui, c'est sûr que c'est ça. Avoir une organisation, on ne peut pas dire qu'une organisation est éthique. Là, quand j'entends McDonald's là, qui dit café 100% éthique, j'ai des questions. Je fais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Comment ça qu'ils disent ça? Donc, il faut faire attention avec ce mot-là. Par contre, McDonald's qui vient de fermer ses restaurants en Russie, mais qui va payer les employés quand même, on pourrait dire que c'est une action éthique. Donc, la prise en compte d'une partie prenante. Donc, dans votre organisation, probablement que vous faites des choses éthiques sans savoir que c'est ça, parce que c'est naturel pour vous, puis mais ça pourrait être intéressant de le réfléchir, de le cadrer dans un code ou dans une charte pour notamment la conciliation famille-travail. Donc, influencer leur direction puis influencer vos gestionnaires sur au-delà de on a une politique. On a une politique parce qu'on fait comme les autres, on fait une politique parce qu'on veut sous-concilier, ou on a une politique vraiment parce que
on veut considérer nos employés, leur vie, puis on veut éliminer ce stress-là, puis ces enjeux-là pour garder notre monde. Oui, c'est sûr qu'il y a des raisons très, je veux dire, c'est pas juste des valeurs, tout ça, là, je veux dire, moi, quand il y a des gens qui s'absentent ou autre, là, je fais pas, c'est super, tu sais, je fais OK, écoute, j'espère que ça va bien aller, mais c'est sûr que ça met une charge sur l'équipe, mais il y a personne, tu sais, puis ça peut être, OK, on va se remonter les manches, puis on va s'y mettre. On est tous des êtres humains, mais ça reste que ça fait partie de la vie, puis il faut comprendre ça quand on est une organisation. Là. Un employé, il ne faut pas croiser les doigts là, que les employés n'aient pas de vie, là, puis qu'ils soient là tout le temps. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Toi, tu me ramènes, Valérie, là, je pourrais m'écarter. Ah non, c'est bien, on est correct dans le temps, tout est sous contrôle. Non, mais j'entends bien aussi que, tu sais, quand on parle, comme tu parlais du café McDonald's éthique, ben, c'est pas un produit qui peut être éthique, c'est un comportement, c'est une culture, c'est comme, tu sais, c'est vraiment, c'est un tout, c'est pas une organisation éthique. Ça, je sais que ça t'accroche, c'est ça encore là, c'est pas une organisation qui est éthique, mais c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que dans l'organisation, les comportements et les valeurs partagées, c'est ce qui va définir finalement que ça devient éthique. Oui, puis c'est sûr que dans tous les projets de commerce équitable, entre autres, là, on pourrait dire que la chaîne d'approvisionnement du café, on va aller voir la chaîne, puis là, on va évaluer tous les processus. Puis là, on pourrait dire que la chaîne, ben oui, il y a une perspective éthique, puis il y a une prise en compte des parties prenantes, puis tout le monde est bien payé, bon, etc., etc. Ce qui fait que ce processus-là devient un processus éthique. Ouais. Donc, oui, c'est pas une chose, c'est mais il faut faire attention avec la perspective parce qu'on peut regarder une décision, par exemple, quand vous regardez les politiciens, là, écoutez-les à la télé, c'est très intéressant parce que des fois, la perspective elle va être légale, puis même en RH, là, je veux dire, on le voit, là, la perspective, elle peut être légale, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais là, ça, c'est de l'éthique de conformité, mais si on veut regarder, on veut le réfléchir, ce qui est légal n'est pas nécessairement éthique. Donc, il y a plein de choses qui se passent il peut y avoir des situations tout à fait contextuelles. Exemple, un nouvel employé achève sa période de probation, il reste 4 semaines, ça faisait 6 mois qu'on cherchait un employé comme ça. Il vous avise qu'il doit quitter pour la Colombie-Britannique parce que son père doit aller au chevet de son père qui est en fin de vie. Il ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. On ne veut pas le perdre, on veut être legit, là, on veut être correct avec équitable, pardon, c'est ce que je cherchais avec les autres employés. Il y a un syndicat. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, en fait, c'est arrivé à une de mes collègues. Mais la réflexion, c'était pas, ben, tu t'en vas, tu démissionnes puis tu t'en vas. Ben non, mais attendez, là, on va s'asseoir, on va réfléchir. Puis là, ben, je vais éviter là, toute la réflexion qu'on a faite, mais on est arrivé à s'asseoir avec le syndicat et à trouver une décision qui, à mon avis, faisait du sens au sens éthique. On a appelé ça un congé de compassion. Bref, le syndicat, j'ai eu aucun problème à convaincre le syndicat. Donc, voyez-vous, ben, l'automatisme RH aurait été, ben, la Convention a dit que si tu quittes plus de 10 jours en fonction des obligations familiales. Donc, voyez-vous, l'éthique, ça peut être plus intéressant que ça. Donc, dans la conciliation travail-famille, comme tu l'as dit, Valérie, ben, c'est pas juste des congés, c'est de prendre en considération mon équipe. Mais, par exemple, est-ce que une collègue ou un collègue qui vous dit, ben, moi, mon fils ou ma fille un tournoi de hockey à Saguenay, fait que je vais m'absenter vendredi. Moi, j'ai déjà eu ça, les gestionnaires qui me disent, ben oui, mais c'est pas une raison de t'absenter. Ben, je sais pas. Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça fait partie de ta conciliation travail-famille? Tu vas laisser ton enfant de 9 ans partir en tournoi sans y aller? Tu sais, en fait, j'ai pas la réponse, mais mon objectif, c'est on va le réfléchir. Donc, au lieu de juger que c'est pas une bonne raison, on va s'asseoir, on va réfléchir. Est-ce que c'est ce qu'on... Bon, est-ce qu'on dit oui à la maternelle? Est-ce qu'on laisse les gens aller à la première journée de la maternelle? Ben, c'est pas écrit nulle part, mais tu sais, est-ce que ça ne revient pas de... Bon, c'est toutes ces réflexions-là qui deviennent des réflexions d'éthique appliquée. Puis, fermeture de ma parenthèse, autre exemple, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ben, j'ai une employée qui m'a appelé pour me dire, écoute, je vais être en retard aujourd'hui, là, en ouvrant la porte, mon chien s'est sauvé. Puis la personne, elle m'a dit, ben, tu parles d'une mauvaise raison pour ne pas rentrer. Ben, moi, je ne pense pas que j'aurais rentré si mon chien s'était sauvé. Je veux dire, ça reste un animal, ça reste une vie. Je vais aller trouver mon chien. Évidemment, si la personne
à toutes les semaines ou à tous les jours, on vous appelle parce que c'est ça sa raison de ne pas rentrer. Là, vous êtes ailleurs, on n'est plus dans une politique ou dans une compréhension de la vie de nos gens. Donc, l'éthique, elle est là. C'est ça. Ou un cas d'exception. Oui, c'est sûr. Là, donc, il faut faire. Mais c'est pas facile parce qu'on a des obligations, on est souvent très, 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 très occupés. J'aurais pu en ajouter encore. Donc, on veut que ça aille vite et on veut que ce soit automatique, mais il faut prendre du recul quand on veut faire Donc, quand on veut dans une culture éthique, il faut prendre du recul, il faut le réfléchir. Ça va moins vite qu'on pensait, mais on va prendre des meilleures décisions, clairement. Donc, si vous voulez, dans une perspective éthique, puis vous dites, nous, on ne réfléchit jamais, ben vous n'êtes pas dans une perspective éthique, ça, c'est sûr. Super. Non, vraiment une bonne base à se poser comme question. Ça m'amène à la prochaine question de notre rencontre. Comment la conciliation famille-travail peut-elle être un levier pour une organisation responsable? Donc, avant de te céder la parole, Manon, en fait, c'est que ma parenthèse va te mener à obtenir ton avis par rapport à des résultats de sondage qu'on a obtenus. Donc, nos sondages Concilivie annuels menés par Léger. Donc, on a un tout récent sondage qu'on a fait auprès des employeurs québécois, auprès de 1000 employeurs québécois en novembre 2021, qui relate les obstacles partagés par ces employeurs-là à la mise en place de mesures de conciliation famille-travail dans leur organisation. Puis tu l'as noté, tu as noté un des points là, en début de webinaire. Dans le fond, 3 entreprises sur 4, 73 identifient un ou plusieurs obstacles à la mise en place de mesures de conciliation famille-travail. Puis les principaux obstacles sont les suivants. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Manon. En ordre de priorité, là, donc, à 24 ce n'est pas une nécessité ou une priorité de la part de la haute direction. La deuxième qui arrive en liste, c'est la peur des abus de la part des employés que tu nommais tout à l'heure, le manque de temps ou de ressources, crainte d'un impact négatif sur la productivité, sur la productivité, manque d'expertise interne ou crainte que ce soit un processus long, complexe ou coûteux. Dans un autre ordre d'idée, puis ce qui amène aussi, je trouve, un côté positif, ce n'est pas négatif ce que je présente, mais qui amène une lueur d'espoir, c'est que à notre sondage employé, donc là, je vous parlais du sondage employeur, mais on fait un sondage employé aussi annuel, du dernier qu'on a fait en mai 2021 auprès de 3022 parents travailleurs ou proches aidants québécois, il y a 71 des répondants qui considèrent que leur entreprise dans le fond, a une culture favorable à la conciliation famille-travail. Alors, tu sais, ça l'amène, c'est un beau résultat par rapport là, à ce que je nomme comme obstacle possible. T'en penses quoi de ces obstacles-là, Manon? C'est très intéressant parce que ça me fait vraiment penser aux obstacles du télétravail avant la pandémie. Donc, oh non, le télétravail, on ne pourra pas contrôler nos employés. Oh non, le télétravail, c'est pas pour nous, c'est pour d'autres formes d'organisation. Nous, on a besoin nous, on aime voir notre monde. Tu sais, c'est toutes des sophismes, pour moi, c'est des croyances là, qui n'avaient pas leur place, mais qu'aujourd'hui, c'est comme devenu. Donc, c'est intéressant. C'est pas un jugement du tout, parce que quand on ne le sait pas, on a la résistance au changement, c'est normal. Donc, je pense que au contraire, je pense que c'est important. Donc, ça, c'est une chose. Je pense qu'on s'est mis à valoriser aussi les organisations qui avaient une conscientisation, une conscience d'équilibre. Donc, là, ça en apporte d'autres. Donc, le télétravail, au-delà de la pandémie, là, je veux dire, nous, on est en télétravail depuis 12 ans, puis je pense qu'on a une bonne synergie d'équipe quand même. Donc, voyez-vous, il faut défaire un peu les préjugés ou les stéréotypes qu'on a. Donc, c'est sûr que quand je regarde votre sondage, manque d'expertise ou crainte d'un long processus, je pense que manque d'information, ça, c'est une chose, puis ça se corrige, puis vous êtes bien, vous êtes là pour ça aussi. Peur d'abus, manque de temps ou de ressources, puis c'est pas une nécessité, c'est intéressant parce que, indépendamment de la conciliation famille-travail ou de votre politique, nos normes du travail sous-tendent des obligations familiales, donc viennent de dire que c'est important dans la société québécoise. Donc, même si vous n'avez pas
de politique de conciliation, vous allez avoir des employés qui vont vouloir aller en semaine de relâche. Vous allez vouloir avoir des employés qui vont s'absenter parce que leurs parents sont malades, etc., etc. Ils vont le faire quand même que vous n'avez pas de politique parce que de toute façon, ça reste leur vie, là. Donc, au-delà de parents malades, tout ça, parce que des célibataires aussi, il faut faire attention, c'est pas juste les enfants, là. Quand on parle de la famille, là, ça peut être tes amis, etc. Oui, c'est très large. Donc, cet équilibre-là, il faut comprendre comme gestionnaire que cet équilibre-là, qu'on a des employés qui ont des vies, donc qui ne sont pas juste dédiés à l'organisation, que ça fait partie de leur vie, mais qu'il n'y a pas juste ça, et qu'on peut valoriser quelqu'un qui est justement dans l'équilibre. Donc, je pense qu'on doit envoyer un message à nos employés. On a ça aussi dans certaines organisations, on va valoriser les plus travaillants, et par rapport au télétravail, on va valoriser ceux qui sont présents au bureau des longues heures, versus ceux qui doivent quitter pour aller chercher les enfants à la garderie, ce qui est la vie normale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas performants, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se reconnecter. Bref, je pense qu'il faut faire attention à nos préjugés et à nos croyances face à la politique de conciliation. Donc, moi, j'aurais des arguments dans la productivité. Je pense que c'est le contraire. Donc, une organisation qui a un bon équilibre, qui permet que les employés se sentent bien et qui disent, moi, je sais que peu importe ce qui va m'arriver, je vais avoir l'opportunité d'en discuter, du moins avec mon gestionnaire, va être encore plus performant. Bon, ça, c'est ma croyance, là. Je ne suis pas capable de vous le prouver mathématiquement, mais les grandes théories en gestion là, le démontrent, là, puis ça, c'est assez évident. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, je pense que c'est une question d'y croire puis de voir, comprendre l'ensemble. Donc, ce n'est pas juste moi dans mon entreprise, c'est nous, comme entreprise, dans un écosystème qui est notre société. Donc, ça, c'est une chose. Et l'INSPQ, vous savez qu'avec la loi sur la santé et sécurité qui a été révisée, les organisations vont devoir faire l'analyse de leurs risques psychosociaux dans l'organisation pour émettre un plan d'action, donc les entreprises de plus de 20 employés. Bref, vous irez lire là-dessus, mais l'INSPQ définit déjà 12 indicateurs dans son analyse de risques psychosociaux, notamment ses politiques de santé au travail, prévention du harcèlement et depuis le 6 octobre, prévention de la violence qui sont liés les deux ensemble. Toute l'absentéisme et les politiques de conciliation travail-famille. Donc, il faut analyser nos risques psychosociaux par rapport à ça, c'est un élément, là, parce qu'il y en a plein d'autres. La reconnaissance, le soutien social, l'autonomie décisionnelle, l'information et la communication dans l'organisation. Donc, vous pourrez aller lire ça, mais c'est intéressant. Donc, ce n'est plus juste, Manon a dit ça, puis Manon, elle, c'est ses valeurs. Non, on veut avoir des politiques pour que nos employés puissent rendre une performance dans un contexte où il y a le moins de stress, le moins de sentiment de culpabilité, puis de les aider à avoir une vie saine, en équilibre, ce qui amène nécessairement moins d'absentéisme, moins de taux de roulement et moins en fait, une plus grande mobilisation vers les objectifs là, de performance au travail. Ça, c'est indéniable. J'ai perdu ce que je voulais dire, là, mais donc oui. Alors, ça, c'est intéressant que l'INSPQ le soutienne. Donc, comme je vous disais, c'est plus juste les organisations qui veulent y croire, mais oui, c'est ça. Merci, Valérie. Là, donc, effectivement, donc ça, c'est important. Puis, donc, une culture qui se veut éthique, je pense, va être en équilibre entre sa performance financière et la prise en compte de ses parties prenantes, notamment ses employés. Donc, c'est ça aussi du développement durable. C'est ta performance financière, tes parties prenantes sociales, donc ça inclut tes employés, etc., la société, puis tout l'environnement, puis c'est les trois en équilibre fait une perspective de développement durable. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'argent, ça ne veut pas dire d'être une organisation très, très, très performante financièrement, mais tout est dans l'équilibre. Donc, voilà. Très intéressant. Ça m'amène à notre mot de la fin, si tu veux, ou notre conclusion. On en a parlé ensemble, définir nos 3 grands points importants qu'on aimerait que les participants retiennent de notre rencontre d'aujourd'hui. Et donc, dans le fond, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais que les participants retiennent, Manon?
Mais en fait, oui, j'espère, ou du moins, je voudrais que vous reteniez que l'éthique, effectivement, c'est pas une question légale ou une ligne droite, hein. C'est de comprendre le nous, mais, c'est aussi la réflexion qu'on va mettre de l'avant. Donc, c'est sûr que vous comprendrez que moi, quand on me dit, ben oui, mais c'est la loi, moi, je vais répondre souvent, ben, on va la changer parce qu'elle fait plus de sens avec. Tu sais, c'est pas, pour moi, c'est pas un argument qui fait, OK, c'est la loi. Non, attendez, bon, c'est la loi. Mais c'est surtout de comprendre, puis de ne pas avoir peur de remettre en question nos processus. Donc, je peux vous laisser sur, quand je conduis sur l'autoroute, oui, la règle, c'est 100 km/h. Mais pourquoi c'est 100 km/h? Parce que quelqu'un, un jour, un groupe, des chercheurs, peu importe qui, a défini qu'en haut de 100, ça peut être dangereux pour moi et les autres. Donc, quand je suis la règle du 100 km/h, ce n'est pas parce que je ne veux pas de ticket, c'est parce que je comprends que c'est dangereux. Tout comme quand il y a une tempête de neige, même si ça dit 100 km/h, je vais peut-être aller à 60 parce que le contexte, ma préoccupation sur la sécurité des gens puis de la mienne, bien, je vais réduire ma vitesse. Donc, même si la loi dit que tu peux aller à 100, je vais dire oui, mais je n'irai pas parce que c'est dangereux. Donc, c'est ça une réflexion éthique. Donc, de ne pas avoir peur de remettre en question vos processus, puis d'être cohérent avec ce que vous faites, et que la conciliation famille-travail ou vie personnelle, ça fait partie intégrante de la vie. C'est pas moi j'en fais, puis moi j'en fais pas. Non, même si tu n'as pas de politique, inévitablement, il y a quelque chose qui se passe dans ton organisation parce que les gens qui la composent ont des vies à l'extérieur de leur travail. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas je m'en fous, puis moi, j'en fais pas. Non, tout le monde dans ton organisation en a besoin ou va en avoir besoin un jour. Donc, Exact. et c'est là qu'il faut comme réfléchir à ces éléments-là. Puis cette notion-là de famille au sens large, pas juste famille, parents avec de jeunes enfants, mais tu le disais tantôt, tu sais, je suis une amoureuse, je suis une conjointe, je suis une fille, je suis une grand-maman, tu sais, je suis ma tante, tu sais, donc Oui, c'est vraiment au sens large. Donc, tout à fait, tout à fait. Puis, en conclusion, là, c'est sûr que le mot en éthique qui est vraiment important, c'est le courage. ben, se remettre en question, déjà là, Oui, c'est une preuve de courage, hein? C'est oui, pas. Puis oui, d'être humble, puis d'humilité. l'éthique, c'est pas juste de la fraude ou, tu sais, ça peut être juste je suis en conflit d'intérêt, je peux pas intervenir dans ce dossier-là parce que je connais la personne, donc je vais faire preuve. Même si le code de déontologie le dit, je vais le faire parce que je considère que ça manque d'éthique de le faire. Donc, il faut être courageux, puis... Super. Mais merci beaucoup, Manon. Donc, en fait, juste pour vous dire, puis on va arriver aux questions. En fait, j'en vois pas. Mon Dieu, c'est étonnant. Donc, juste pour terminer, puis j'irai voir le QA, juste pour être certaine, le QAR avant de quitter. Je vous présente à l'écran 3 propositions d'outils pour aller plus loin. Donc, bien sûr, notre fiche aide à la réflexion en conciliation famille-travail, notre guide conseiller famille et travail, les besoins évolutifs de vos employés. Et au fil de nos discussions, Manon et moi, pour préparer le webinaire, elle m'a fait part là, de ce livre, Former à l'éthique en organisation, donc qu'elle vous suggère fortement pour pousser plus loin votre connaissance ou votre curiosité en la matière. Vous voyez ici le lien pour accéder à tous nos outils sur le site concilivie.com. Et suite à ce webinaire, donc, on va vous faire parvenir un sondage d'évaluation pour la rencontre d'aujourd'hui, avoir votre avis. Et dans le courriel qui aura le lien du sondage, on va aussi vous lister les outils qu'on veut vous partager suite à notre échange. Donc, ici, donc, vous voyez bien sûr nos coordonnées à Manon et à moi. Au besoin, n'hésitez jamais. Vous voulez pousser plus loin une question, vous voulez en apprendre davantage au niveau de l'éthique ou même au niveau du saut concilivie de l'initiative. Donc, n'hésitez jamais à faire appel à moi ou à Manon, dépendamment de votre questionnement. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis, vous avez nos adresses courriels à l'écran.
Donc, ça serait maintenant la période de questions. J'ai vu en entrée de jeu, là, ma collègue a donc indiqué là, comment utiliser le module Q&A, questions-réponses. J'y vais dedans et il n'y a pas de questions. Alors, voilà, ce serait votre temps de nous les poser si vous voulez. Sinon, si ça vient plus tard, n'hésitez surtout pas, là, comme j'ai dit, à nous écrire. Alors, on pourrait attendre une petite minute ou deux, là, voir si il n'y a pas des questions qui rentrent. Sinon, ben, on pourra terminer le webinaire un petit peu d'avance pour aujourd'hui. C'était tellement clair, Manon, ce que tu as dit, que tout le monde a eu réponse à ces questions. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est pour ça. Je souhaite. Puis, tu sais, en même temps, faut pas, quand on parle d'éthique, il ne faut pas avoir de grandes attentes. Des fois, on me dit, oui, mais c'est très philosophique, Oui. là. Oui, mais c'est ça aussi. Donc, il n'y a pas de règles. Donc, quelqu'un qui me. Tu sais, au niveau de l'éthique, là, quelqu'un va me dire. Ben justement, on a vu beaucoup de fraudes dans les dernières années. Ben moi, j'ai suivi la politique, oui, mais la politique, elle ne marchait pas, là. Donc, tu ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est là le courage, puis d'être capable d'être donc cette réflexion-là envers l'autre. Puis en même temps, faites attention, là, des fois, vous allez prendre des décisions. On ne peut pas être éthique ou tout le temps, tout le temps. Ça peut être très épuisant, là. Donc, oui, on fait des choses machinalement, mais il faut que vous écoutez un peu votre intuition, puis votre malaise, votre inconfort que vous avez face à une situation pour être capable au moins de le réfléchir. Si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est vraiment important de vous entourer de gens avec qui vous pouvez réfléchir ces situations-là sans que les gens tombent dans des automatismes, là, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas à l'aise dans cette situation. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Bon, peut-être pas qu'est-ce que tu ferais à ma place, là, parce que ça, c'est difficile, mais d'être capable de le réfléchir puis de prendre le temps, du moins. Là. Donc, c'est ça qui est important. Puis tu vois, il y a en fait, il y a quelqu'un qui nous remercie. Merci Nadia, ça fait vraiment plaisir. Il y a Patricia qui demande, avez-vous des statistiques sur les entreprises qui ont des initiatives politiques, conciliation famille-travail au Québec? Certainement, là, vite comme ça, par exemple, je n'ai pas les chiffres. Bien sûr, on a nos détenteurs du Saut Concilivie sur notre site web qui ont obtenu le saut, la reconnaissance. On a franchi le cap des 50 tout récemment. Il y en a en processus. Mais bien sûr, on parlait là, que ça n'a pas tout le temps besoin d'être une politique ou d'un saut de reconnaissance en conciliation famille-travail. Il y a des organisations qui peuvent avoir des mesures de conciliation famille-travail, donc faire vivre cette culture-là d'entreprise sans nécessairement avoir obtenu la reconnaissance. Et si je ne m'abuse, ça fait partie des statistiques qu'on obtient dans nos sondages là, annuels employeur-employé. Alors, ça va me faire. En fait, je vous invite en fait à me contacter si vous voulez peut-être qu'on échange là-dessus puis que je puisse vous partager les statistiques. Sinon, bien sûr, sur notre site Concilivie, il y a une section statistique qui fait état finalement de tous nos résultats dans des infographies, dans les rapports détaillés aussi. Donc, je vous inviterai possiblement à regarder cela en amont. Puis si jamais votre question n'est pas répondue, contactez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de creuser le tout là, avec vous. Super. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, Valérie, en conclusion, peut-être, il ne faut pas avoir peur de dire haut et fort qu'on soit là quelqu'un public ou peu importe, de ne pas avoir peur de dire que dans une situation, on va prioriser notre famille au détriment d'un meeting ou d'un client. Là. Donc, je pense qu'il y a une manière de le dire aussi. Hein? Il y a une manière de le dire. Exactement, exactement. Donc, c'est pas. Donc, tu sais, je pense qu'il faut être capable Les gens, en général, moi, là, dans ma carrière, dans notre organisation, on n'a aucun client qui nous a adressé qu'on n'était pas suffisamment un bon service, mais on est très transparent. Donc, les gens comprennent en général. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'il faut valoriser ça. On valorise beaucoup la performance. Moi, quand les gens me disent qu'ils sont débordés, puis qu'ils travaillent fort, puis qu'ils sont débordés, moi, ça ne me parle pas. Je fais OK, mais tu es débordé, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On ne va pas toujours être débordé. Il faut réfléchir en amont.
c'est correct, mais Ouais. à un moment donné, il faut réfléchir. Fait que ça commence par ça, là. Donc, je pense qu'on commence à valoriser autrement notre société. Puis, donc, je pense que nos enfants aussi nous poussent avec les générations qui poussent, ils veulent autre chose, là, Ah ouais, tout à clairement. fait. Ouais, Ah ouais, ouais. oui, on voit une Fait qu'il faut tangente. s'adapter. Oui, parce qu'on les a élevés contrairement à ça, là. Donc, c'est nous, hein, qui est responsable de nos enfants. Là. Non, tout à fait. Il y a Mm. une évolution, puis c'est ça qui est beau Tout à aussi, hein? fait, Ouais. exact. Ouais. Ben, merci vraiment beaucoup pour ton temps, cette richesse d'échanges-là, Manon. Puis tu t'es vraiment beaucoup investi, c'est super apprécié. Et donc, il n'y a pas d'autres questions. Patricia, je ne sais pas si tu es encore là, mais ma collègue a répondu directement dans le chat là, par rapport au pourcentage des organisations qui ont des mesures formelles. Donc, seulement 18% des organisations en ont. Puis, on a aussi partagé le lien qui mène vers nos statistiques là, sur notre site Web. Donc, si tu es là, voilà. Sinon, mais merci beaucoup pour votre participation à tous. Puis, mais au plaisir de vous revoir à un prochain webinaire ou à une prochaine activité Concilivie. Puis, je vous souhaite une belle journée.